Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. Le suivi global de la femme enceinte se caractérise par un accompagnement mené par une seule sage-femme ou une équipe très réduite, du début de la grossesse jusqu'au postpartum, en passant par l'accouchement. Clara nous explique aujourd'hui combien cet accompagnement global a été magique et lui a offert toute la confiance qu'il lui fallait pour traverser sa première grossesse sereinement et se préparer au mieux à cet accouchement. Cette envie de physiologie, née au plus profond d'elle, l'amènera vers un premier accouchement de rêve. Grâce à sa boisson énergisante préparée avec amour et à sa capacité à créer sa bulle d'endorphine, Clara donnera vie à son premier bébé en maison de naissance. Après un baby joy, comme elle aime à le dire, elle fera face à quelque chose de tout à fait différent lors de son deuxième accouchement quelques années plus tard. Ce nouveau chemin la conduira à une césarienne, mais la présence de sa photographe préférée permettra à Clara de se réconcilier avec cet accouchement non choisi grâce au magnifique cliché de la rencontre entre son conjoint et leur fille. Ces souvenirs en images, ainsi que ce second suivi global, permettront à Clara de vivre au mieux l'épreuve qu'elle a traversée. Aujourd'hui, Clara nous raconte son histoire. Bonjour Clara. Bonjour Capucine. Bienvenue dans notre podcast. Merci. Et merci d'avoir accepté de venir à notre micro. C'est avec plaisir. On est ravis d'écouter ton expérience en maison de naissance, mais pour commencer, nous allons te demander de te présenter. Alors je m'appelle Clara, j'ai 29 ans, j'habite en Alsace. Je vis avec mon mari Arthur et mes enfants, Adam qui a 3 ans et Ava qui a 5 mois. Alors de formation, moi je suis auxiliaire de puériculture, puis infirmière. Je suis aussi accompagnante à la parentalité, donc je suis spécialisée en fait dans le sommeil du tout petit et dans le décodage des pleurs, donc pour les bébés de la naissance jusqu'à l'âge de 4 mois. Et puis actuellement ce que je fais dans la vie, c'est de m'occuper de mes enfants jour et nuit. Voilà. Super. Et est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance tu as accouché ? J'ai accouché à la maison de naissance Manala, à Célestat. D'accord. Avant de parler de ton expérience personnelle, on aimerait te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. Alors une maison de naissance, c'est un lieu aménagé pour accoucher comme à la maison, mais qui garantit la sécurité en fait d'être au plus proche d'un service de maternité, puisque littéralement dans la maison de naissance où j'ai accouché par exemple, il n'y avait qu'un couloir à traverser entre la maison de naissance et la maternité. C'est ce qui m'a beaucoup plu. Merci. Maintenant qu'on sait dit un peu plus qui tu es, on va parler de tout ce que peut impliquer un projet en maison de naissance. Ok. Pour commencer, on aimerait savoir ce qui a motivé ton envie d'accouchement physiologique. Est-ce qu'une personne de ton entourage avait déjà eu cette expérience avant toi ? Ou est-ce que c'est une envie qui est née en toi, au fond de toi, qui répondait à un besoin profond que tu avais ? Alors j'aime beaucoup cette question parce que j'ai vraiment fait grandir cette envie toute seule en moi. Au contraire, parce que personne vraiment de mon entourage n'avait ne serait-ce que entendu parler de l'existence des maisons de naissance. Moi j'ai commencé à me renseigner dans le cadre de mon métier d'auxiliaire de puériculture qui était surtout une passion avant tout. J'ai continué en fait à me renseigner de mon côté sur tout l'aspect puériculture, maternité, périnatalité et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir le concept des maisons de naissance. À ce moment-là, j'étais vraiment toute jeune, j'avais 19 ans et c'est vrai que j'ai tout de suite accroché. Je me suis dit mais c'est génial, ça m'a pas du tout impressionnée en fait. Pourtant c'est quelque chose qui pouvait sembler assez nouveau et j'ai trouvé ça que positif. Et puis c'est vrai que voilà, c'est resté en fait dans un petit tiroir dans ma tête. Et quand le moment est venu en fait de se demander quelques années plus tard où est-ce que je pourrais donner naissance, c'est tout de suite que du coup j'ai discuté de ce concept de maison de naissance d'où j'avais entendu parler. Voilà, et donc j'ai pu contacter la maison de naissance et c'est vrai qu'après ça a été une évidence quoi.
Et tu nous as expliqué un petit peu comment tu avais connu les maisons de naissance, enfin à quelle période de ta vie tu avais découvert ça, mais est-ce que tu peux nous dire comment vraiment tu as connu ce concept-là? Si c'était dans des lectures, est-ce que c'était sur Internet, est-ce que c'est des gens qui t'en ont parlé? J'ai découvert la maison de naissance proche de chez moi, je pense sur Internet. C'était vraiment presque du hasard en fin de compte, hein. J'en ai entendu parler comme c'est venu et j'ai plus vraiment de souvenirs en fait. Là, ça fait maintenant une dizaine d'années, je crois que j'ai commencé à en entendre parler et c'est flou. Et quelle image tu t'es fait au début où tu as entendu te parler de ça? Comment tu te représentais un peu ce qu'était une maison de naissance? Eh ben, je crois que j'ai tout de suite imaginé finalement ce que j'en sais aujourd'hui, parce que je crois pas qu'il y a eu d'écart entre ce que j'imaginais et ce que j'ai vécu. Moi, j'ai vraiment tout de suite imaginé des petites pièces chaleureuses où on pouvait venir, où ça n'allait pas ressembler à un hôpital. Et ça, je pense que c'était une des premières choses qui m'est venue en tête. C'est ah oui, trop bien de pouvoir être dans un lieu confortable qui n'a rien d'aseptisé. Ça devait être surtout ça au départ. Et en ce qui concerne ton compagnon, quel était son point de vue sur les maisons de naissance? Alors quand j'en ai parlé, il ne connaissait évidemment pas du tout, parce que c'était encore tout récent par chez nous. Et il a tout de suite été partant en fait. Moi je lui ai expliqué un petit peu en quoi ça consistait, puis moi-même je connaissais encore très peu. Et en fait tout de suite il était lancé avec moi, sachant qu'en plus il n'aime pas du tout l'ambiance hospitalière, donc ça l'a bien arrangé de se dire qu'on allait échapper à tout ça. Et en fin de compte, dès qu'on a eu après un premier rendez-vous pour découvrir un petit peu la maison de naissance, on était conquis quoi. Ah bah c'est super, au moins vous étiez prêts à aborder cette aventure tous les deux. Complètement. Dans le principe de suivi global, tu as normalement toujours fréquenté les mêmes sages-femmes. Combien il y en avait dans ton cas? Oui, alors j'ai toujours fréquenté effectivement les mêmes sages-femmes, avec par contre un suivi quand même plus particulier avec l'une d'entre elles. Dans mon cas, il y avait 3 sages-femmes, donc un trinôme de sages-femmes qui me suivaient. Ok, et considères-tu que cela a apporté un plus lors de ton accouchement, le fait que ce soit toujours le même trinôme? Ah oui, c'est ce qui fait une grosse différence aussi grâce aux maisons de naissance. Et c'est la chance, malheureusement, à mon sens, qu'il n'y a pas en maternité. C'est que là, vraiment, je veux dire, on connaît systématiquement la personne sur qui on va tomber. Ne serait-ce déjà que pour le suivi global, mais pour le jour J, c'est précieux, en fait, de savoir quel visage on va croiser pour ce moment. Oui, et c'est précieux, c'est rassurant, en effet. Est-ce que maintenant qu'on a une idée un petit peu plus concrète de ce qui t'a amené à venir vivre cette expérience en maison de naissance, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment se sont passées dans ton cas les visites mensuelles et si tu peux aussi nous expliquer un petit peu les actes médicaux qui étaient pratiqués par les sages-femmes lors de ces visites mensuelles, les consultations? Alors bon, c'était en 2020, donc petit contexte un peu particulier. Moi, mon début de grossesse, c'était en janvier et en mars, on a tous été confinés, donc j'ai eu quand même quelques rendez-vous qui ont été décalés ou annulés. Tout au début, ça a été un petit peu particulier. Ce qui a été très appréciable pour moi, en fait, c'est qu'il y avait pas forcément de nécessité de beaucoup de toucher, de contact, en fait, tout de suite. C'était beaucoup de dialogue et puis un énorme respect. Avant toute chose, avant ne serait-ce que de toucher la peau de mon ventre, on m'a toujours demandé mon accord. On a toujours attendu vraiment que, au-delà même de mon oui verbal, que même mon visage en fait soit ok, et ça j'ai vraiment trouvé ça trop beau et ça m'a vraiment beaucoup plu et j'ai trouvé ça très rassurant tout de suite. Puis très vite on a quand même parlé aussi concrètement un peu plus loin que le suivi, parce qu'il y a le suivi mais il y a aussi est-ce que du coup vous voulez accoucher en maison de naissance, et même pour ça j'ai vraiment apprécié la discussion que ça a créée, parce qu'il faut prendre une décision à un moment donné pour pouvoir continuer le suivi, et c'était vraiment voilà du libre choix éclairé. J'avais l'impression tout de suite d'avoir toutes les cartes en main avant de me lancer quoi. Oui. Et comment te sentais-tu à l'idée d'être suivie par les mêmes sages-femmes du début de ta grossesse jusqu'au postpartum, en passant évidemment par l'accouchement? Tu nous disais tout à l'heure que c'était une chance, mais est-ce que tu peux un peu plus expliquer vraiment ce que ça représentait pour toi, le fait qu'il y ait vraiment ce suivi global justement des premiers rendez-vous jusqu'à même l'après? Alors au départ, moi je connaissais pas le terme d'accompagnement global, je savais pas ce que ça voulait dire. Je l'ai découvert en fait en le vivant, qu'effectivement c'était vraiment un plaisir de savoir avec qui j'allais avoir rendez-vous à chaque fois,
Dans le trinôme du coup qui me suivait, chaque sage-femme avait son rôle dans l'accompagnement. Il y avait celle qui me suivait effectivement pour les rendez-vous mensuels, plus précisément. Et puis après pour les cours de préparation à la naissance, chacune avait aussi sa partie et ça c'était vraiment très appréciable. Et ce qu'on a trouvé génial, et j'ai dit on parce que j'inclus aussi mon mari, c'est qu'on se rendait compte que ces rendez-vous de préparation à la naissance avec du coup les 2 sages-femmes du trinôme qui ne faisaient pas le suivi mensuel, ça nous permettait de créer du lien, alors que c'est vrai que je pensais finalement que ce serait que la sage-femme qui faisait les suivis mensuels avec qui vraiment on pourrait créer ce lien fort de confiance où on se sent très très à l'aise dans sa présence. Et en fait, l'accompagnement à la naissance, j'ai vraiment trouvé ça identique finalement. Enfin, c'est vrai qu'au fur et à mesure des rendez-vous, la confiance s'est installée et le fait de me dire oui, je pourrais accoucher avec cette sage-femme, mais aussi celle-ci et encore celle-ci, c'est devenu tout naturel et on a trouvé ça très bien ficelé. Ouais, c'est chouette. Et vu que tu viens d'ailleurs de nous parler des séances de préparation à l'accouchement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur comment ça s'est déroulé? Est-ce que c'était en individuel? Est-ce que c'était en groupe? Comment les thématiques ont été abordées? De quelle façon? Est-ce que vous aviez du choix ou pas? Oui, eh bien alors, moi je ne sais pas ce que c'est la préparation à l'accouchement en collectif parce que je n'ai eu que de l'individuel, toujours. Et je trouve ça très cocon, j'ai adoré. Et encore une fois, pour créer du lien, je pense que c'est vraiment exceptionnel, quoi, parce que c'est vraiment cette sage-femme-là qui est là pour nous à ce moment-là. Et puis, j'en retiens un souvenir tellement chaleureux où on avait tout le loisir de se mettre à l'aise, installez-vous confortablement, je vous mets des petits coussins ici, c'était limite si on ne nous servait pas la tisane. Enfin, je trouvais ça vraiment trop mignon et très proximal. Et ça, c'est super aidant, quoi. Souvent, il y a une liste de thématiques à aborder. Est-ce que vous avez pu choisir l'ordre des thématiques à aborder? Est-ce que ça a été plutôt induit par la sage-femme? Alors pour mon premier accompagnement global, donc ça a été complètement choisi par le trinôme de sage-femme parce qu'en plus je ne savais pas, c'était la première fois, je ne savais pas du tout, donc on s'est complètement laissé guider et c'était vraiment bien. Donc finalement en fait on a tout fait, toutes les thématiques qui nous ont été proposées. Par contre pour mon second accompagnement global, on a parfois eu l'occasion de rassembler certaines thématiques qui nous semblait encore fraîche. Et il me semble qu'on a eu le choix effectivement de passer sur une thématique, mais moi ça me plaisait bien de tout revoir parce que j'adorais ces moments-là. Oui, comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi créer le lien ou le recréer, vu qu'il s'est quand même passé du temps, même si tu es avec les mêmes sages-femmes entre 2 accouchements. C'est ça. Et outre les sages-femmes, le lieu, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, on aimerait bien savoir comment tu as réussi, toi, à t'approprier un petit peu ce lieu, que ce soit au moment des consultations, évidemment, tu étais sur place, mais est-ce que tu as pu visiter vraiment toutes les pièces de ta maison de naissance en cours de suivi? Est-ce qu'il y avait des endroits spécifiques dans lesquels, justement, peut-être qu'il y a une salle de consultation, mais peut-être que les prépas se passaient ailleurs, ou comment c'était un petit peu pour toi l'appropriation du lieu? Et bien justement, en fait, ces séances de préparation à la naissance, c'était exactement ça. Ça nous permettait aussi de nous approprier le lieu parce que la majorité de nos séances ont été faites dans les chambres même de la maison de naissance. Donc on était directement sur le lit de la chambre avec la sage-femme assise en face de nous. Et puis ça rien de conventionnel en fait parce que j'ai encore l'image de la sage-femme qui est assise sur un tout petit tabouret mais qui est très à l'aise. C'est pas du tout carré sur une chaise et on discute de manière formelle. C'est vraiment quelque chose de tellement chaleureux et je peux pas expliquer, je crois, combien ça me met en confiance en fait de sentir qu'il n'y a pas de barrière en fait. C'est très naturel. Oui. Et à part les professionnels, donc le trinôme de sage-femme qui t'a suivi, est-ce que tu as eu d'autres suivis en parallèle de la maison de naissance? Par exemple de l'autonomie, du yoga, du chant, une autre pratique qui aurait pu t'aider lors de ta grossesse ou éventuellement pour ton accouchement? Oui, pour ma première grossesse, c'est vrai qu'on avait envie de découvrir aussi l'autonomie et on a eu l'occasion de le faire à l'extérieur avec une autre sage-femme. D'accord. Et après tout ça, est-ce que tu te sentais prête?
Ah bah complètement. Maintenant que tu te sentais prête, il restait plus qu'à vivre ton accouchement. Est-ce que tu pourrais nous raconter le jour J? Oui, alors le jour J ou plutôt la veille, parce que finalement ça a commencé la veille au soir. Alors à savoir que mon terme était pour le 16 octobre, on était le 15. Donc le 15 au soir, je commence à ressentir quelques contractions, pas mal, mais je pense que c'est pas encore du tout ça ce qu'on attend. Donc je me rappelle qu'on est invité ce soir-là chez des amis et on y va. En me disant que franchement là, il n'y a rien à craindre. Et effectivement, par contre, pendant tout le repas, c'est vrai que je me retrouve à gérer un peu des contractions. Je me vois, d'ailleurs tout le monde me voit respirer, me concentrer. Voilà, j'étais quand même... en fait, je commençais à rentrer dans ma bulle déjà. Mais la soirée se passe, on rentre à la maison. Et donc à 23h... Donc le 15 octobre à 23h, je prends un bain, je me dis voilà, je vais voir, je sais que ça peut faire passer si c'est pas ça. Donc je prends ce bain, mais il me semble que j'en sors quand même 1 heure après, j'ai bien profité. 1 heure après, il me semble que c'était un petit peu statu quo, voilà, rien n'avait bougé. Donc je décide de prendre 2 Spasfon et je vais me coucher. Et en fait, je dors pas parce que tous les quarts d'heure quand même, j'arrive vraiment pas à dormir, quoi. Je me fais quand même réveiller entre guillemets tous les quarts d'heure par des contractions qui sont assez désagréables en étant allongée. Disons que j'ai vraiment très envie de me mettre debout, quoi. Allongée, ça me plaît pas trop, mais ça reste quand même tout à fait supportable. Et je décide de me lever, donc je vais dans le salon, puis je sens quand même que je sens que là quand même ça devient sérieux et que c'est probablement maintenant, en tout cas dans les heures à venir. Je me détends, je me repose, je suis sur mon ballon, je somnole sur mon ballon. Franchement, je passe un excellent moment. Je suis complètement dans ma bulle déjà. Mais complètement, enfin c'est vraiment un moment mémorable, c'est un de mes meilleurs souvenirs en fait encore actuellement parce que je suis complètement hypnotisée en me disant c'est incroyable, là je sens que je vais bientôt avoir mon bébé, je profite de ce moment. Là, il doit être 2h du matin. Je suis sur mon ballon, je fais des petits ronds. Puis bon, j'ai quand même téléchargé une application pour surveiller un petit peu la fréquence des contractions, même si j'ai pas envie de le faire plus que ça, mais je l'ai quand même téléchargé cette application. Puis je clique quand j'en ai une, je clique quand elle se termine. Et donc, au fur et à mesure, j'observe que ça se rapproche un petit peu. Donc je finis par aller réveiller mon mari en lui disant que là quand même j'aimerais bien qu'il soit avec moi parce que je pense que ça approche et il est tout content et puis alors lui tout de suite il est à fond quoi, comme s'il fallait qu'on parte tout de suite pour la maison de naissance. Et donc il prépare tout, voilà, toutes les affaires. Et donc je lui dis que voilà, en fait là j'ai pas besoin de ça parce que c'est pas du tout le moment, mais j'ai besoin en fait juste qu'il soit là avec moi, qu'on vive ce moment tous les deux, parce que c'est une question d'heure et que voilà, j'ai besoin qu'on soit au calme et concentrés tous les deux. Et puis on avait aussi prévu qu'il me prépare une petite boisson énergisante que j'avais vue dans un livre. Il me semble que c'était un livre qui parlait du 4e trimestre. Et donc il y avait une petite recette d'une boisson avec plein de bonnes choses dedans pour le jour J. Et donc lui il me prépare ça tranquillement. Tu te souviens de la recette ? Eh bien, je suis en train d'essayer, mais en fait, c'est dans une bouteille d'eau. Il a mis du miel, du magnésium. Enfin, on avait quand même préparé au départ tous les ingrédients. Il y avait des granulons de magnésium, de l'ananas. Je crois que je ne saurais plus les autres ingrédients. Et donc, c'est pour avoir de l'énergie le jour J, c'est pas pour dilater ou ce genre de choses. Non, voilà, c'est vraiment une petite boisson. En tout cas, c'est vendu comme quelque chose qui permet d'être bien en forme, quoi, pour le moment. Donc, t'avais pris ton shoot, et après, du coup ? Du coup, voilà, j'avais toute la bouteille qui était dispo, parce qu'il s'est affairé tout de suite à s'occuper de ça. Et puis, ça a pris le temps. On était en pleine nuit, on a vraiment profité, on a somnolé. Puis, moi, je contractais, mais enfin, vraiment... cette douleur, non, je peux parler de douleur, mais ces sensations, je les ai adorées en fait. J'ai trouvé ça génial, je sentais que j'avais de plus en plus mal, je sentais des choses qui se passaient dans mon corps et c'est tout ce que je demandais. Enfin vraiment, j'ai trouvé ça merveilleux. On a vu doucement le jour se lever et puis dans la matinée, je retourne prendre un bain pour voir si ça fait passer quelque chose, si quand même ça peut me soulager. Et là, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on passe encore un très bon moment. Du coup, on a vraiment
pris le temps à la maison d'être tous les deux et de se mettre dans cette bulle et qui a duré du coup très longtemps. En fin de matinée, je demande à mon mari quand même d'appeler notre sage-femme qui est d'astreinte. Donc je lui demande de l'appeler quand même pour avoir son avis, parce que moi je ressentais le besoin d'être sur place. Je sais qu'on nous a beaucoup rappelé pendant les séances de préparation à la naissance de faire le maximum du travail à la maison et de venir presque pour le dernier moment. Et moi finalement je ressentais beaucoup en fait ce besoin d'être sur place et de ne plus bouger après. Voilà, après je sais qu'il n'y a plus de transition, je suis là et je peux y aller, je peux me laisser aller. Et d'être chez moi, j'avais toujours ce truc de me dire mais après il faut encore qu'on se déplace quoi. Ça, j'avais plus envie, moi. Donc du coup, voilà, on l'a appelée, nous a conseillé d'attendre encore un petit peu parce qu'elle entendait, elles écoutent, hein, les sages-femmes, elles écoutent au téléphone avec les sons qu'on produit, elles écoutent pour voir si quand même c'est avancé ou si ça n'a pas l'air encore d'être trop ça. Et elle nous conseille de rester encore un petit peu. Et puis 1 heure après, je dis quand même, je crois que j'aimerais bien y être pour justement, comme je disais, y être et puis pouvoir entièrement me sentir libérée et être sereine. Et donc du coup, on décide d'y aller pour le milieu de journée. Tu avais un long trajet de voiture pour y aller ? Pas du tout, on habitait à 10 minutes. D'accord. C'était vraiment en fait le fait d'être sur place, plus que la longueur du trajet. Ah bah exactement, en fait c'est juste que je voulais plus avoir de transition. Moi je voulais pouvoir me laisser aller complètement sans avoir à me dire mais après il faut encore que je mette mes chaussures. Et puis en fait j'avais peur d'avoir mal et de ne plus supporter du coup le trajet en voiture. La station assise, de devoir être attachée alors que besoin de faire le travail en mouvement. Donc en fait pour moi ça n'allait pas du tout ensemble quoi. De rester statique dans la voiture pour moi c'était pas du tout possible si le travail était trop avancé. Donc je voulais absolument y être. Et donc on y va pour le milieu de journée et là donc on est accueillis avec une douceur, enfin là vraiment c'est plus une bulle, c'est un nid. T'avais rappelé avant d'y aller ? Oui. On avait prévenu, on échangeait par SMS, enfin mon mari en tout cas échangeait par SMS. Moi, on me parlait pas du tout. Le but c'était vraiment la bulle, que la bulle. Donc on a prévenu qu'on arrivait effectivement. Et puis on est accueillis par notre sage-femme qui chuchote, qui est toute douce. Il y a la lumière du jour, mais qui est tamisée. Enfin tout est si doux. C'était vraiment un bonheur. Et donc, notre sage-femme nous dit que sur les 2 chambres qui sont disponibles à la maison de naissance, il y en a déjà une qui est occupée. Donc, on n'a pas le choix, en gros, de la chambre. Moi, ça m'était égal, donc c'est très bien. Et donc, on arrive dans la chambre rose. Parce qu'il y avait du coup une chambre rose, une chambre bleue. Et donc, il y avait un accouchement dans la bleue, c'est ça ? En tout cas, il y avait un couple en travail, comme nous, finalement. Et donc, on arrive dans cette chambre et on se met à l'aise. Là, c'est un petit moment de flottement parce qu'en fait, c'est aussi pour ça que je voulais y être, c'est que je sais que ça peut un petit peu casser la magie, casser le rythme, le fait de bouger, de s'installer. Effectivement, mes contractions se calment à ce moment-là. Donc le temps qu'on se remette dedans, qu'on soit bien installé. Et étape très importante, on avait choisi aussi une playlist qu'on voulait diffuser dans la chambre. J'avais eu un coup de cœur, je crois 15 jours auparavant, pour les musiques de Michel Pépé qui m'ont transportée pendant une séance d'ailleurs d'acupuncture en lien avec la fin de grossesse, l'accouchement. Et donc, il y avait ces musiques qui défilaient pendant la séance. Et là, j'ai dit, oh, c'est exactement ça que je vais écouter quand j'accouche. Donc, on a fait en sorte de pouvoir avoir cette playlist qui était magnifique. Et en fait, on a écouté ça en boucle. D'ailleurs, déjà dans la nuit, on avait commencé à écouter les musiques et on n'a jamais arrêté jusqu'à la fin. Tu te souviens sur quelle chanson ton fils est né ? Exactement. Et encore aujourd'hui, je peux pas l'écouter sans pleurer. Enfin, c'est trop fort en fait. C'est une musique qui est devenue du coup hypnotisante. Enfin, mais toute la playlist au final, mais c'est vrai que celle sur laquelle il est né est vraiment particulière. Ouais. Donc nous voilà installés dans la chambre et là, on vient d'arriver. La sage-femme vient pour faire bien les examens d'arrivée. J'ai très peu de souvenirs de ce moment-là parce que moi en fait, je me sens très fatiguée, puis je me sens tellement dans ma bulle que je n'ai même pas tellement envie de savoir en fait ce qu'on fait. Je me laisse faire parce que de toute façon, je suis tellement en confiance que j'y vais. Je sais qu'on me prend mes paramètres, les constantes. Je vois qu'on me prend la tension. Il y a plein de choses qui sont faites, mais je suis pas du tout là-dedans. Et puis on me parle pas.
Et moi, j'apprécie beaucoup ça, en fait, de pas avoir à parler, de pas avoir à réfléchir. Les papiers, on m'en parle pas du tout. C'est mon mari qui a tous les papiers sous la main. C'est lui qui donne tout ce qu'il faut. Enfin voilà, tout est géré. Moi, je sais que j'ai juste à me concentrer en introspection et puis voilà, être à la fois concentrée et à la fois, en fait, déconnectée. C'est assez paradoxal, finalement. Et donc là, premier toucher. Pour savoir où en est le col, quand même, puisqu'on vient d'arriver. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que la sage-femme ne me dit pas où j'en suis. Elle me dit ok, c'est très bien. Et ça, moi, j'aime beaucoup. On était prévenus que ce serait pas dit. Et ça me dérange pas du tout. Moi, je trouve ça au contraire génial de pas avoir à me focaliser sur un chiffre. Et en fin de compte, on laisse faire comme ça. Puis au bout d'un moment, au bout de plusieurs heures, elle me dit je vous propose d'aller faire une petite balade. Et donc avec mon mari, on sort se promener. Donc on était au mois d'octobre, on sort avec nos manteaux. Moi je suis à moitié endormie, enfin je dis à moitié, mais en fait j'étais endormie. Donc c'est lui qui me met mes chaussures, c'est lui qui me met mon manteau, je crois. J'étais complètement absente. Et je vois ma sage-femme qui le prend un peu à part. Mais je comprends absolument pas ce qu'elle lui dit. Je saurai en fait bien plus tard qu'elle lui a dit que j'étais très endorphinée et que c'était super. Et en fait, endorphinée, ça fait référence au joli duo d'hormones qui sont présentes pendant le travail et l'accouchement, avec l'ocytocine du coup qui est responsable des contractions et les endorphines qui sont là pour justement les soulager, se reposer entre les contractions. Enfin, c'est un petit duo merveilleux qui fonctionne très bien. Et en fait, voilà, quand elle a dit à mon mari que j'étais très endorphinée, c'était vraiment, pour elle, c'était bon signe, dans le sens où le travail avançait très bien. Mais sur le coup, moi, je n'ai pas du tout entendu qu'elle avait dit ça. Et donc on fait cette promenade, on marche. Moi j'ai la capuche littéralement sur les yeux. Enfin vraiment je ne vois même pas où je marche. Je suis juste accrochée à mon mari et je dors en marchant. Je m'arrête quand j'ai une contraction, je m'accroche à lui, je fais des petites vocalises. Enfin c'est un moment complètement hors du temps qui était vraiment passionnant. Et puis au bout d'un moment quand même l'intensité se fait ressentir. C'est là qu'on voit vraiment en fait qu'on passe des caps dans le travail. On passe dans le ok, là ça va plus loin. C'est du sérieux. Ouais. Et du coup, cette balade a été vraiment bénéfique. On l'a poussée quand même pas mal, la balade, parce que vu qu'on voyait que ça faisait avancer les choses, on a dit ouais, mais on reste. Voilà. Au bout d'un moment, je lui dis là, j'ai vraiment maintenant envie d'être dans la chambre cette fois. On passe la porte de la maison de naissance de nouveau, parce qu'on était resté en fait dans l'enceinte de l'hôpital quand même, mais il y avait un parc où on pouvait largement marcher. Je passe la porte de la maison de naissance et alors là il y a vraiment le cap qui est passé. Je suis prise d'une contraction qui est vraiment intense. Je me revois m'appuyer à un mur de la maison de naissance et faire une très grosse vocalise que j'avais pas encore faite jusqu'à là. Et puis il y avait quand même la secrétaire pas loin, il y avait quand même 2-3 personnes qui étaient dans le coin, mais à ce moment-là, ça y est, ça ne compte plus du tout. Là, les vocalises, la posture, je m'en fichais complètement en fait du regard ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui est vraiment trop bien. C'était la secrétaire de l'hôpital, c'est ça ? De la maison de naissance. De la maison de naissance, vous avez une secrétaire, ok. Voilà, et je vois la secrétaire quand même faire signe à la sage-femme de dire quand même là... Et on retourne dans la chambre. Et encore une fois, il y a ce moment de nouveau vraiment où je suis dans une bulle, mais en fait j'ai vraiment l'impression que ça a été une journée complète de bulle. Là on est arrivé en milieu d'après-midi quand même déjà. Et je fais des alternances, c'est-à-dire que pendant que j'ai des contractions, je me suspends aux écharpes de suspension qui sont présentes dans la chambre. Je me suspends, je vocalise. Et en même temps, dès que la contraction passe, tout de suite il faut que je m'asseye sur une chaise. Je me relâche complètement sur mon mari et je dors sur lui, sur son épaule, pendant tout le temps de latence entre deux contractions. Et hop, la contraction revient, je me relève, je me suspends, je me rassieds, etc. Et ça a duré un bon moment, jusqu'à ce que la nuit commençait à tomber, je me souviens. Et là, je dis que maintenant, j'aimerais le bain. J'avais ce projet de pouvoir prendre un bain et pourquoi pas de donner naissance dans la baignoire. Ça, c'était aussi quelque chose qui me donnait bien envie. Donc ça y est, l'eau coule. Je peux enfin rentrer dans la baignoire. Et alors, il ne se passe pas du tout ce que j'avais espéré ou imaginé. C'est-à-dire que moi, on m'avait vendu que la baignoire, ça soulageait. Et en fait, je crois que c'est à ce moment-là que l'engagement
de mon bébé a commencé, maintenant avec du recul, parce que j'ai commencé à avoir des douleurs, mais tellement plus fortes, ça n'avait plus rien à voir. En fait, dès que je me suis immergée dans l'eau, tout de suite, j'ai ressenti une douleur, mais qui était très bien, encore une fois. Enfin, moi, j'ai pas du tout mal vécu ces douleurs. Pour moi, c'est vrai que j'ai tendance à parler de douleur, mais finalement, c'est vraiment des sensations que j'ai adorées. Et en fait, j'ai vraiment senti quelque chose qui poussait, quoi. Et là, mais je m'attendais pas du tout à ça à ce moment-là. Pour moi, il y avait encore du travail de dilatation et en fait, je pense que plus tellement. Et voilà, et là, tout le temps que j'ai passé dans cette baignoire, c'était vraiment mon corps qui se soulevait à chaque contraction, quoi. C'était très, très, très intense. Mon mari était un peu décontenancé, je le revois encore, il me regardait, il s'attendait pas non plus en fait à ça tout de suite, il me regardait avec des yeux, il me disait oh ma pauvre, parce qu'il voyait forcément que c'était quand même douloureux bien sûr, mais moi en fait je trouvais ça encore une fois super, c'était pas du tout un problème d'avoir mal. C'est preuve que le travail avance en fait. Bah c'est ça en fait, pour moi j'ai vraiment trouvé ça, en fait j'étais là pour ça, tout simplement. Oui, tu sais que c'est des douleurs qui te rapprochent de la rencontre de ton bébé. C'est pas des douleurs tombées du ciel sans raison. Donc c'est des douleurs que tu apprécies. Exactement. Et puis je fais d'énormes vocalises. On avait vraiment travaillé sur ça aussi en amont, pendant les préparations à la naissance, les vocalises, bouche molle, col mou. Le fameux. Mais oui, toutes ces choses qu'on entend quand on se prépare. Et c'est vrai qu'en fait, moi ça m'a énormément inspirée, en tout cas. Je faisais beaucoup de A, de O, tous ces sons qui font vibrer, mais littéralement, qui font littéralement vibrer et qui du coup aident la descente du bébé. Et je sentais vraiment cette force à l'intérieur qui poussait. Et c'est vrai que sur le coup, j'ai pas du tout compris que peut-être c'était mon bébé qui s'engageait. Pour moi, c'était encore les douleurs presque du début de travail, alors qu'en fait, ça faisait déjà un bon moment, hein, parce que là, on était, je pense, autour de 18h. Donc ça faisait déjà un très très long moment que ça avait commencé pour moi. Et puis arrive le moment où en fait, je comprends que c'est maintenant. Et ça, moi, je l'avais pas du tout saisi. Et là, je me rends compte que à force d'entendre et de savoir qu'il fallait pas pousser parce que le corps sait faire, parce qu'on sait quand il faut pousser, parce qu'il n'y a pas de pousser madame en maison de naissance. Et ben en fait je me rends compte que je me retiens presque de pousser parce que je me dis oh là là mais là vraiment par contre on m'a pas dit que je peux y aller, donc est-ce que je peux y aller? Et je sais pas du tout d'où ça m'est sorti parce qu'en fin de compte tout avait été fait pour que je sois le plus sereine possible à ce moment-là. Et je sais pas, j'ai eu une confusion finalement au moment de la poussée. Et puis en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que finalement, du coup, ne sachant pas, j'ai rien fait et que mon bébé venait. Là, la sage-femme a recommencé à faire quelques touchés, mais à ce moment-là, donc dans la baignoire, hein, mais à ce moment-là, mon bébé était vraiment très proche de la sortie, donc finalement, elle touchait sa tête tout de suite, enfin très rapidement. C'est là qu'elle a commencé à me dire, si tu veux, tu peux toucher sa tête, là, tu la sens déjà. Et c'est vrai que j'ai commencé à sentir des petits cheveux. Et puis du coup, c'est motivant. Entre chaque contraction, c'est motivant de sentir qu'effectivement il y a de plus en plus de diamètre de tête qui est apparent. T'avais rompu la poche des os plus tôt? Non, pas du tout. Non, à ce moment-là, il y avait encore la poche des os. Et puis en fait, ça devait être à ce moment-là qu'il y a eu ce POC. Le POC et puis cette sensation à l'intérieur, c'était incroyable. Par contre, cette sensation presque de quelque chose qui s'est brisé, alors qu'en fait c'est cette poche des os qui se rompt et c'est un POC, c'est impressionnant. Et oui, je pense que ça devait être à ce moment-là parce qu'après de toute façon mon bébé n'est pas né coiffé, donc une fois que la tête était sortie, il n'y avait déjà plus la poche des os. Et donc par contre une fois que la tête est sortie, donc toujours dans la baignoire, il y a eu un assez long moment d'attente avant que ça avance à nouveau. Il me semble que ça a un nom, mais je l'ai plus là tout de suite. En tout cas, c'est typique. Oui, exact. Ça, je l'ai appris il y a pas très longtemps en fait. Et donc moi, je touche sa tête, j'attends. Je suis pas du tout, justement impressionnée par cette attente. En fait, je me sens hyper en confiance. Il y a ma sage-femme. Je sais qu'elle a le monitoring dans l'eau. Je sais qu'elle gère cette partie-là. Je sais qu'elle surveille. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé là, je me rends compte de tout mon récit parce qu'en fait elle était tellement discrète. J'étais là, il y avait mon mari, mais j'ai pas vraiment remarqué sa présence et pour autant sa présence me rassurait à la fois.
C'est assez paradoxal et c'est très très bien millimétré, je trouve. Et à ce moment-là, quand les contractions reprennent plutôt bien, là par contre il y a un petit moment où on se demande voilà comment ça se passe. Et là ma sage-femme me demande de sortir de la baignoire. Moi j'avais pour projet si possible d'accoucher dans l'eau, mais on sait qu'à tout moment on peut nous demander de faire ci ou ça. Là elle me demande de sortir de la baignoire parce qu'elle aimerait voir en fait comment ça se passe. Et en fait mon bébé est né juste après que je sois sortie de la baignoire sur un tapis de sol. Moi, je trouve ça magnifique qu'il soit né sur un tapis de sol. Donc, j'étais à quatre pattes, c'était hyper naturel. En fait, voilà, il est venu comme ça. Et ce moment-là, il est fou parce que je prends mon bébé qui est tout chaud. C'est la première chose que je me suis dit déjà, c'est qu'est-ce qu'il est chaud. Et puis, en fait, c'était tout moi. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir donné naissance à moi-même parce que c'était mon portrait craché et ça m'a tout de suite fait tout drôle. Et en fait, là oui, cette connexion dont on parle beaucoup et qu'on attend, je pense, assez souvent quand on donne naissance à son bébé, elle était là tout de suite. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Ce sentiment de puissance que je recherchais en voulant donner naissance en maison de naissance, et je l'ai eu et c'était incroyable. C'était le plus beau jour de ma vie. Voilà. Et mon fils est né donc à 19h50, le 16 octobre 2020. Et oui, du coup, c'est vraiment le plus beau jour de ma vie et ça a été un souvenir tellement fort pour nous, déjà rien que pour nous. Et puis à la maison de naissance, il y avait une ambiance tellement particulière ce jour-là. C'était un soir de nouvelle lune. Et c'était assez rare, mais il y avait 3 naissances en même temps ce soir-là. Donc il y avait le couple qui était en même temps que nous pendant le travail, qui était déjà là quand on est arrivé. Et donc finalement mon fils c'est le premier bébé à être né puisque le couple qui était à côté attendait encore que le bébé naisse, mais c'était plus très loin non plus. Et finalement comme mon fils a été le premier à arriver, on nous a laissé 1 heure ou 2 dans la chambre tranquille. Et puis en fait on nous a dit excusez-nous mais en fait là il y a un autre couple qui doit arriver, ça n'arrive jamais, on est désolé mais on doit vous déplacer. Et donc on a été déménagés dans la salle de... Donc c'est une salle de préparation à la naissance aussi, mais en fait ça a une allure d'une chambre, ça ne change rien. Mais en tout cas, c'est pas une chambre en tant que telle. Et donc on nous a demandé si ça ne nous dérangeait pas. On a dit pas du tout, c'est pas grave, parce qu'ils étaient toutes gênées en fait de devoir nous déplacer. Et en fait, c'est un super souvenir parce qu'on a été déplacés comme des princes. On avait des petits matelas au sol, enfin plein de matelas au sol. Du coup, on avait un lit géant. Des couvertures, il y avait le chauffage, c'était un cocon, c'était tout doux, c'était génial. En fait, cette salle, c'est devenu notre chambre et on a passé la meilleure nuit de notre vie, c'était incroyable. On avait la soupe chaude à côté, on avait les tisanes, enfin tout était merveilleux. Il y a eu ce 3e couple qui est arrivé pour donner naissance à leur bébé et donc ce soir-là, il y a eu 3 naissances en moins de 2 heures à la maison de naissance. Et je me demandais justement du fait que vous soyez dans des chambres juxtaposées, j'imagine, enfin juste à côté. Oui. Tu te souviens avoir été gênée ou avoir questionné le travail de la personne d'à côté, d'avoir entendu des choses qui pourraient t'avoir dérangé, déconcentré C'est une grosse anecdote. Alors, moi, effectivement, quand je suis arrivée, j'entendais cette femme gémir. Et alors, moi, à ce moment-là, je faisais encore très peu de son. Donc, ça m'impressionnait un peu. Elle avait l'air quand même d'avoir mal et je me disais que si c'est ça qui m'attend, bon, ok, on y va, mais voilà. Forcément, c'est un petit peu impressionnant. Et puis, finalement, mon travail a été un peu plus rapide que le sien, mais de très peu, mais voilà, je veux dire un petit peu plus rapide quand même. Et j'ai été beaucoup plus bruyante. J'ai été très bruyante en fait. Et j'ai appris par la suite que ça avait un petit peu impressionné aussi du coup cette jeune femme qui était en train d'accoucher, mais que finalement ça lui avait aussi, d'après ce qu'on m'a dit, parce qu'on ne s'est pas croisés malheureusement, donc c'est ce qui m'a été rapporté, ça lui a aussi finalement donné un petit peu un élan également. On s'est un petit peu entraînés mutuellement finalement en fait à s'entendre et puis à vivre ça. On avait une porte qui nous séparait, mais voilà. Ah, c'est cool. C'était une motivation collective. En fait, c'est ça, on s'est entraînés mutuellement, puisqu'on avait pour le coup chacune un travail relativement long. Et puis voilà, ça l'a fait et nos bébés sont arrivés vraiment avec très très peu d'écart.
Ouais, je m'étais posé la question l'autre fois s'il y avait des accouchements en même temps, à quel point ça bloquerait la deuxième personne ou à quel point ça motiverait, et finalement ça fait un peu les deux. Ça fait un peu les deux, oui. Ça met une certaine petite pression, je pense. Mais c'est peut-être aussi la pression, la petite dose d'adrénaline qu'il faut aussi quoi, pour y aller. Hmm. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça super positif. Et j'ai pas eu l'occasion, malheureusement, de croiser ce couple par la suite. Et j'aurais beaucoup aimé. Mais ça s'est pas présenté. Parce que le principe en maison de naissance, c'est quand même de quitter les lieux dès qu'on peut. Nous, de par le contexte et parce que j'étais un petit peu fatiguée, on m'a proposé quand même de passer la nuit sur place, vu que mon fils est né un tout petit peu avant 20h. Finalement, le temps que les soins se fassent, et il était très vite, très tard, puisqu'il y avait 3 naissances en plus, il y avait beaucoup de travail ce soir-là. Ça n'arrive que très rarement en fait qu'il y ait autant de naissances en même temps. Oui. Donc il y avait beaucoup de travail ce soir-là, donc tout a été un peu lent. Bon, nous, évidemment, on n'a pas vu le temps passer, hein, donc c'était parfait. Donc on nous a proposé finalement de passer la nuit sur place et on a adoré. On a dormi dans cette petite chambre aménagée juste pour nous, dans cette ambiance. C'était trop bien. Ouais, tous les 3 du coup. Et il y avait vraiment une ambiance, d'ailleurs je crois que c'est comme ça que les sages-femmes le disaient, mais d'auberge espagnole ce soir-là, parce qu'il faut savoir que pour chaque naissance, en tout cas dans la maison de naissance où nous on était, il y a donc la sage-femme, c'est une sage-femme pour une femme en fait. C'est un rêve, hein, ça, hein, quand même, d'avoir sa sage-femme disponible pour son accouchement et pour personne d'autre. Et donc, il y avait 3 sages-femmes sur place pour les 3 femmes qui accouchaient. Mais chaque sage-femme a son binôme. Donc, au final, elles étaient plus de 6, parce qu'il me semble qu'il y en avait même plus que 6. Donc, elles étaient plus de 6 dans la maison de naissance, sachant qu'en temps normal, il y a très peu de monde. Donc là, il y avait 3 couples, plus 3 binômes, il y avait un monde fou. Et c'était vraiment une ambiance, il y avait des rires, on entendait les sages-femmes, il me semble, faire une crêpe party, enfin, c'était exceptionnel comme ambiance. Ouais, c'est la première fois qu'on nous rapporte un récit comme ça, mais c'est cool de voir un peu... Parce qu'on parle souvent de cocon, on parle souvent de douceur, mais finalement, même dans l'effervescence, il y a quelque chose de doux aussi. Et... En fait, c'est ça, il y avait une effervescence très respectueuse et très douce. Dans les chambres, c'était très calme, c'était un silence qui était génial, c'était très reposant. Mais on entendait dans le couloir que malgré elle, en fait, il y avait une ambiance effectivement effervescente. Ouais. Oui, puis même si chaque chambre est au calme, il y a quand même des discussions, et si ponctuellement, un coup c'est un couple qui va rire ou discuter, un coup ça va être l'autre, donc forcément il va y avoir de la vie, comme tu dis, plus que en temps normal, quand il n'y a qu'un seul couple et qu'une seule sage-femme, ou enfin qu'un seul binôme, quoi. C'est ça. Vraiment, c'est ça. Alors moi, je pense que j'aurais adoré aussi s'il y avait eu un silence parfait. Enfin, j'aurais adoré aussi ça. Mais finalement, ce jour-là, dans cette ambiance-là, nous, ça a été notre moment parfait, quoi. C'est l'essentiel. Ouais. Tu parles un peu de la sage-femme et comme tu disais, tu t'oublies sa présence, mais ton compagnon également t'en parle peu. Et pourtant, on comprend qu'il est là tout le long. Exact. Mais est-ce que tu pourrais nous raconter un peu quelles ont été ses actions? Et exactement. Et en fait, si j'en parle peu, c'est très juste. C'est parce que pendant les séances de préparation à la naissance, on avait préparé plein de choses. On avait préparé des gestes qu'il pouvait faire, des massages dans le bas du dos, des positions pour que je puisse m'accrocher à lui. On avait aussi travaillé sur la méthode Bonaparte, par exemple. Et en fait, déjà rien que chez nous, quand je suis allée le réveiller en pleine nuit pour lui dire, voilà, je pense que ça commence, j'aimerais que tu sois avec moi. Tout de suite, lui, il s'est mis dans son rôle. Une fois qu'il avait fini ma boisson énergisante, tout de suite, il s'est mis dans son rôle et il voulait me faire des massages, faire les points qu'on avait convenus. Et je n'avais pas du tout envie. Je voulais juste pas du tout qu'il me touche pendant les contractions. Donc c'est vrai qu'il a eu beaucoup moins d'actions physiques que ce qu'il avait prévu, enfin que ce qu'on avait prévu, parce que lui, il pensait quand même être dans le vif du sujet, et c'est vrai que finalement, sa présence en tant que soutien, qu'il puisse me prendre dans les bras, que je puisse me suspendre à lui, ça me suffisait en fait. Je lui demandais rien d'autre finalement. J'avais juste besoin qu'il soit là, qu'il soit un soutien, et qu'il ait pas pitié de moi. Ça, c'était hyper important. Parce que je me souviens qu'à un moment, quand j'étais dans la baignoire, je disais, hein, là c'était vraiment très intense comme moment, quoi. Et je voyais son regard et des fois il me disait, oh ma pauvre,
Et en fait, pas du tout. Moi, je voulais pas du tout qu'il ait pitié de moi comme ça. Je voulais juste, en fait, qu'il soit un soutien et qu'il sache que moi, j'appréciais ce moment, quoi. Simplement, le fait de pouvoir lui serrer la main, lui broyer la main quand j'en avais besoin, ça me suffisait. Qui te servent de guide quand tu marches autour de l'hôpital, avec la capuche sur les yeux. Voilà. Ah bah oui, là, par contre, sans lui, en fait, je dormais, je voyais rien du tout. J'avais vraiment la capuche entièrement sur le visage, donc je voyais rien. Donc effectivement, je m'en remettais complètement à lui. Et finalement, ce rôle-là de guide et de moi complètement déconnectée et lui bien ancré, finalement, c'était ce qui a fonctionné pour nous. Et lui, il a très bien vécu, finalement, d'avoir cette place-là. Un peu moins de travail physique, parce qu'il y en a qui ressortent avec des courbatures des fois. Oui, il avait un peu mal à la main peut-être, mais ça va, ça. Quelques phalanges broyées. Oui, du coup, pour ce qui est du rôle de la sage-femme, tu disais qu'elle était très peu là. Donc, t'en avais une pour toi, c'est ça? Et donc, il y avait son binôme qui attendait pour un peu plus tard, j'imagine. C'est ce qui est souvent fait. Tu parlais d'un monitoring sur la fin. Est-ce que tu as eu d'autres monitorings? Quelle a été sa présence tout au long de l'accouchement? Alors, c'est très difficile pour moi de raconter parce que j'étais tellement endormie justement, il n'y avait que moi et mon mari. Je me souviens pas. Je pense qu'il y a eu quand même quelques fois où elle a fait des monitorings sans que je m'en rende compte. Par contre, je n'ai eu aucun autre touché. Entre mon arrivée et le moment où mon bébé est né, je n'ai eu aucun autre touché et j'ai adoré ça. Parce que ça m'a pas coupé, ça m'a pas... Puis j'avais pas envie de toute façon. Voilà, j'ai su par après, elle me disait qu'en fait, elle, de par ma posture, mon attitude, mes vocalises, elle savait où j'en étais et ça lui suffisait. Et donc voilà, il y avait le monitoring, il y avait une surveillance, mais tellement discrète que je m'en rendais presque pas compte. Donc ça, c'était effectivement ma sage-femme qui le faisait. Et donc la personne qu'elle avait en binôme, donc la sage-femme qui était là en binôme, avait un rôle aussi. Elle venait de temps en temps, prendre une tension, je me souviens de ça, ou me demander comment ça allait, mais c'était vraiment bref. Le but, c'était la bulle, quoi. La bulle. Oui, j'imagine que si tu t'en souviens pas, ça dénote aussi de leur discrétion, finalement. C'est ça. Ça montre bien combien vous étiez plus acteur. Et je pensais à, notamment, tu as eu un deuxième accouchement. Oui. Et là, on parle de rôle de la sage-femme, on a parlé du suivi global. Et il me semble que tu as été suivie donc en maison de naissance aussi pour le deuxième accouchement. C'est ça. Enfin, pour la deuxième grossesse. On a voulu faire tout pareil. Oui, vu que c'est pas tout à fait la même expérience, je voulais juste que tu fasses un petit aperçu du suivi global dans un cas qui n'est pas le même que ton premier accouchement. Oui. Alors, déjà, ce qu'il faut que je précise pour qu'on puisse comprendre la suite, c'est que pour mon premier bébé, tout le long de la grossesse, j'avais un petit peu ce truc au-dessus de la tête de « Madame, vous avez un gros bébé ». Et donc, on m'a un petit peu embêtée tout le long de ma grossesse avec « Est-ce que le poids ne va pas dépasser pour être admise en maison de naissance ?» Ça marche un petit peu comme ça parce que en maison de naissance, en tout cas là, à la maison de naissance où j'ai accouché, il y avait quand même il y a un accord entre la maison de naissance et la maternité sur un poids limite estimé pour le fœtus. Et donc, il fallait pas que le fœtus soit estimé à plus de 4 kilos. Et du coup, mon bébé à moi étant un assez bon bébé, c'est vrai que c'était toujours un petit peu limite. Donc, j'ai eu beaucoup de suivi par rapport à ça pour s'assurer que je puisse accoucher en maison de naissance jusqu'à la fin. J'ai été suivie, donc j'ai fait les échographies à la maternité, enfin en tout cas dans l'hôpital accolé à la maison de naissance. Voilà, j'ai fait le suivi, mais à chaque fois ça a toujours été ok. Donc on a pu mener ce projet jusqu'au bout. Mais encore la veille d'accoucher, je faisais une échographie avec le gynécologue du service pour m'assurer que j'étais toujours éligible à la maison de naissance. Ça ne m'a pas quittée pour mon deuxième bébé. Ça a été le même problème. Assez rapidement, on m'a dit « Madame, vous avez un bon bébé ». Et bon, voilà, du coup, j'étais un petit peu moins tracassée par ça parce que je me disais « Bon, je connais, j'ai déjà fait, je sais quoi, jusqu'au bout, je vais être embêtée, qu'il va y avoir un suivi. Mais voilà, je vais le faire, on fera les échographies et puis on va croiser les doigts jusqu'à la fin ». Et donc, on a pu faire le suivi, l'accompagnement global à la maison de naissance
tout pareil, en fin de compte, hein, tout se passait super bien. Il y avait juste à chaque fois cette taille de bébé qui était à surveiller. Donc pour ça, le rôle des sages-femmes, en fait, c'est notamment de surveiller la hauteur utérine, donc de mesurer sur le ventre directement avec un mètre ruban la taille du ventre, entre le haut du pubis et l'utérus. Elles sentent ça au doigt à travers le ventre. Et donc à chaque fois, on me disait, grand bébé, mais a priori ça passe. Et puis à chaque échographie, on vérifiait, ça passait, jusqu'au 8e mois, où là, donc la sage-femme qui me suivait à la maison de naissance me dit, il y a eu un bond, la hauteur utérine est grande. Et donc, tout de suite, on m'a dit qu'il fallait que je fasse une échographie pour vérifier le poids estimé de mon bébé. Et là, tout de suite, j'ai su que ça n'allait plus être possible. Et donc, j'entre dans mon 9e mois et là, on m'annonce que je n'accoucherai pas en maison de naissance. Et du coup, de par l'expérience tellement extraordinaire, hors du temps qu'on avait vécu pour la naissance de notre premier enfant, pour moi, ça a été dramatique comme nouvelle. J'imagine. Je me suis sentie abandonnée, dépossédée de mes moyens, parce qu'en fait, pour moi, c'était la sécurité, la maison de naissance. Alors que pour beaucoup, justement, quand on en parle avec notre entourage, c'est presque être un petit peu osé. Et pour moi, en fait, la maison de naissance, c'est la sécurité. Et aller en maternité, pour moi, c'était presque me sentir moins en sécurité. Et donc là, j'apprends que la maison de naissance, c'est fini. Mais en une fraction de seconde, on me dit, c'est fini. Vous allez en maternité, allez tout de suite au service pour faire votre dossier. Moi, je l'ai très mal vécu, ça a été très dur. Parce que c'était un rêve aussi qui s'envolait. C'était le rêve de pouvoir accoucher de la même manière. Ça a été très dur à accepter. Mais l'avantage, c'est que j'ai été très rassurée de savoir que malgré ça, mes sages-femmes pouvaient continuer de me suivre, en fait. Moi, je pensais que du coup, du jour au lendemain, étant donné que je n'accoucherais pas en maison de naissance et que c'était officiel, j'allais même devoir changer de sage-femme pour le suivi mensuel. Et ça, c'était dur. En fin de compte, non. Les sages-femmes, comme elles me l'ont dit, vous n'allez pas vous débarrasser de nous comme ça. Donc du coup, elles ont continué le suivi et c'était très rassurant. Elles ont été très enveloppantes et très accompagnantes pour m'aider à accepter la situation, pour m'aider à m'approprier la situation aussi. Parce que je me sentais, il me semble que je l'ai dit, mais je me sentais dépossédée complètement en fait de mon accouchement, de ma grossesse, de mes moyens. Et elles ont vraiment beaucoup œuvré pour que je prenne confiance. Et que tu deviennes actrice de ce nouveau projet, quoi. Que je redevienne actrice, effectivement, parce que j'ai perdu ça. Et elles ont vraiment beaucoup donné. Et je les en remercierai jamais assez, je pense qu'elles le savent, mais parce que ça a été vraiment une période très forte dans notre vie avec mon mari, où on a été beaucoup accompagnés. On a retravaillé le projet de naissance pour qu'il colle à la maternité, pour qu'il soit compris et pour qu'il puisse être le plus possible respecté. Donc on a retravaillé ça ensemble. J'ai été accompagnée aussi pour qu'on puisse, ne serait-ce que visiter la maternité, parce qu'au final, là, je suis au début du 9e mois et je n'ai jamais visité la maternité. Je ne sais pas comment c'est. Donc on a organisé tout ça très rapidement et puis après, il fallait accepter. Et à côté de ça, en fait, ce souci d'accouchement physiologique était aussi remis en question parce que pour moi, c'était du coup inenvisageable d'accoucher autrement que comme je l'avais fait pour mon premier bébé. Et en fin de compte, là, on m'annonce un bébé vraiment estimé un très très grand bébé. Les gynécologues me disent que même l'accouchement par voie basse, ils y croient pas du tout et que ça va être compliqué. Enfin, c'est très très dur à entendre quand on sort d'un projet comme ça, où on y croit et on l'a déjà vécu une première fois. J'ai trouvé ça vraiment dur. On me parle de césarienne très vite. Que je refuse complètement parce que moi j'ai pas besoin de césarienne, j'ai accouché, mes sages-femmes m'encouragent, me disent qu'on l'a déjà fait, qu'il n'y a pas de souci, c'est pas parce qu'on est en maternité qu'on peut pas le faire. J'ai été vraiment très encouragée. Malheureusement, j'ai été aussi très mal accompagnée d'un autre côté autour de ces échographies parce qu'on m'a vraiment beaucoup fait peur. Les médecins font vraiment ce qu'il faut aussi pour pouvoir prévenir n'importe quelle situation, et ça c'est très bien. Et c'est vrai que parfois en termes de communication c'est pas toujours idéal. Il y a eu des moments où on m'a fait peur, je pense sans le vouloir, ça c'est sûr, mais c'est vrai que ça a abîmé un peu ma confiance en moi et en ma capacité à accoucher. Au final, la naissance de ma fille n'a pas du tout été celle que j'espérais. Je lui ai donné naissance par césarienne.
non programmée, contrairement à ce qu'on me conseillait. J'ai quand même réussi à attendre que le travail démarre de lui-même. Et ça, c'était important pour moi que ma fille décide de son moment. Donc on a attendu ça et le travail a été très long aussi finalement, comme pour mon fils. Il a duré, je dirais, 23 heures. Enfin, en tout cas, les contractions ont duré tout ce temps. Mais c'était finalement un travail pas très harmonieux. Ça ralentissait et puis ça reprenait. Et puis il n'y avait pas forcément toujours de régularité dans les contractions. Mais bon, c'était assez ambivalent. Donc voilà, finalement, ma fille est née par césarienne parce qu'au bout d'un moment, l'indication d'une césarienne était là et on l'a acceptée. Donc ça s'est fait comme ça. Donc c'est une déception à ce niveau-là. Par contre, ce qui a été magnifique, et ça je tiens quand même à en parler, parce que ça a tout changé, et ça a quand même donné de la magie à cette naissance, c'est que suite à la naissance de notre fille, qui avait été si belle et si mémorable et parfaitement comme on l'avait imaginé, on a regretté en fait d'avoir été tellement dans notre bulle qu'on n'en a pris aucune photo, enfin aucune vidéo ou très peu, mais on ne s'est pas créé de souvenirs en fait. On a tout dans notre tête, on a tout vécu à fond, on était tellement dedans qu'on n'a pas fait de souvenirs de ce moment-là. Et aujourd'hui, on aimerait tellement pouvoir revivre ces moments, avoir des photos. Et c'est pour ça que pour la naissance de notre fille, on avait décidé de faire appel à une photographe pour faire un reportage photo d'accouchement. Notre photographe habituel avec qui on a l'habitude de faire nos photos de famille et en qui on a tout à fait confiance. Et donc toute la grossesse, on avait ce projet-là qui aurait dû au départ se concrétiser à la maison de naissance, c'était le projet de départ. Et en fait finalement, elle a pu nous suivre à la maternité quand même, on a dû aller demander les accords à la maternité. On a vraiment fait les choses bien pour que voilà, tout se passe dans les meilleures conditions. Et l'accord a été donné pour que notre photographe soit présente au moment de la naissance. À ce moment-là, on ne savait pas que ça finirait en césarienne, hein. Mais donc elle a été là pendant tout le travail à la maternité. Donc on a des magnifiques souvenirs. Ensuite, quand je suis partie en césarienne, elle n'a pas pu me suivre. Mais par contre, du coup, étant donné que mon mari n'a pas non plus pu être avec moi et donc assister à la naissance de ma fille en même temps que moi, donc c'est lui qui a pris le relais après pendant que moi j'étais encore en soins. Et c'est lui qui a accueilli notre fille et qui a pu faire le pot à pot et lui faire ses premiers soins. Et ça, moi, je n'ai pas assisté à ce moment-là. Et grâce aux photos, c'est presque comme si j'avais assisté, puisque notre photographe a suivi en fait la rencontre entre mon mari et ma fille. Et grâce aux photos, j'ai ces moments-là en tête, presque comme si je les avais vécus. Et ça, c'est magnifique. Et rien que pour ça, on a vraiment tout le déroulé de la naissance de notre fille en photo, avec un reportage très beau. C'est que des photos très discrètes, ça reste très intime. La posture de notre photographe était vraiment exceptionnelle, elle était discrète. Même les professionnels d'ailleurs qui n'avaient jamais été face à cette situation ont, je crois, apprécié sa présence parce qu'elle n'était pas du tout... elle était très discrète et ça n'a dérangé personne évidemment. Et puis on a pu aussi donner aux professionnels concernés quelques photos pour leur faire plaisir. Donc voilà, c'est un très beau moment aussi finalement, même si on n'a pas vécu sa naissance. Ça répare quelque chose quoi. Ça a réparé, ça a donné de la magie, ça a apporté un petit peu ce qui m'a manqué à moi sur l'instant parce que j'étais très déçue. Alors, pas de découvrir mon bébé évidemment, mais j'étais très déçue parce que j'avais tellement aimé la naissance de mon fils que je voulais tellement le revivre en fait. Je voulais revivre ça et j'ai pas du tout revécu les mêmes sensations, les mêmes émotions. Tout a été différent. Et c'est très bien aussi maintenant avec le recul bien sûr, mais les photos, mais quelle merveille quoi. Ouais. Je me demandais pour les sages-femmes qui notamment t'ont suivi, comme tu disais, jusqu'au dernier moment. Alors, je sais qu'elles n'étaient pas là à l'hôpital, parce qu'il me semble pas que ça soit une pratique. Mais du coup, tu les as vues en chambre. Est-ce que tu as eu des nouvelles d'elles après ? J'ai informé nos sages-femmes effectivement que notre fille était née. C'est moi qui les ai informées. Et après, au retour à la maison, donc moi je suis rentrée à J3, donc le 3e jour après la naissance. Et au retour à la maison, c'est elles qui ont assuré le suivi postpartum. Donc en fait, on a été accompagnés par la maison de naissance finalement du début de grossesse jusqu'aux suites de couches. On n'a juste pas vécu le grand moment à la maison de naissance, mais en tout cas ça a été un grand soulagement et une consolation pour nous de savoir que nos sages-femmes seraient quand même là, même après, et qu'on aurait quand même ces visages connus qui viendraient à domicile comme prévu finalement, comme souhaité au départ. Oui, c'est ce que vous voulez mettre en avant aussi avec le suivi global. Finalement, il y a plusieurs formes de suivi global. C'en est aussi un.
Oui. Mais du coup, on va revenir sur ton accouchement en maison de naissance pour parler un peu plus de la fin et de la suite dont on n'a pas parlé puisque j'ai fait cet aparté sur ton deuxième accouchement. En tout cas, ça fait des super souvenirs à raconter, que ça soit l'un comme l'autre. Il y a la magie, comme tu dis, qui était là, quoi. C'est ça, beaucoup de magie. Et alors, je me permets parce que là, je pense que c'est assez important que je le dise aussi. Là, on vient de parler justement de 2 expériences différentes où on a été accompagnés par les sages-femmes de la maison de naissance. Pour moi, c'est aussi important de dire que entre-temps, entre ces 2 bébés-là, il y a aussi eu 2 grossesses qui se sont arrêtées spontanément. Et même là, en fait, on a été accompagnés par la maison de naissance parce que dès que nos sages-femmes ont été informées de ça, on nous a proposé un rendez-vous, un suivi, plus psychologique qu'autre chose. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux en fait, d'être accompagnée même quand il y avait plus de grossesse. Voilà, on n'était pas là que pour des grossesses qui se passent bien, mais je veux dire, on nous a aussi proposé d'être là quand ça n'allait pas. Et c'est ce qui a fait qu'en fait le lien était très très fort avec la maison de naissance et que c'était important pour nous bien sûr que ce deuxième bébé naisse aussi là-bas. Mais voilà, la présence en tout cas est de partout. Oui. Tu as évoqué le postpartum au moment donc du récit de ton deuxième accouchement. Là, tu viens de parler donc du suivi psychologique dans des cas d'arrêt de grossesse, mais tu nous as pas du tout évoqué donc le suivi postpartum de ton premier accouchement. Est-ce que vu quand même que tu en as vécu 2, même s'ils ont été différents suite à toutes tes épopées que tu viens de nous raconter, tu peux venir un petit peu nous expliciter, nous détailler justement ce que ça t'a amené dans cette notion de suivi global, en fait, d'avoir un suivi postpartum? Oui, bien sûr. C'était vraiment dans la même lignée que tout ce que j'ai raconté. Nous, on a vraiment vécu le suivi à domicile en postpartum comme quelque chose de magique, comme quelque chose de cocon, encore une fois. On était hyper contents de savoir que notre sage-femme venait, alors une sage-femme du Trinôme venait chaque jour nous voir le temps qu'il fallait. Et ça a été des rendez-vous qu'on a hyper bien vécu parce que, encore une fois, on attendait quelqu'un qu'on connaissait quoi, à la maison. C'était chez nous, donc c'était très confortable. On n'avait qu'à être présent, on n'avait pas à se déplacer, donc c'était vraiment très agréable. Et puis pareil, pour l'accompagnement à l'allaitement, ça pourrait être vécu, je pense, par certaines personnes comme quelque chose d'assez invasif, de devoir montrer sa poitrine, peut-être à quelqu'un d'inconnu. Là, pour le coup, j'ai vraiment éprouvé aucune difficulté à ce que les sages-femmes puissent regarder comment se passait une tétée et puis m'accompagner sur les positions. Et puis ça a été aussi, tout comme pendant tout l'accompagnement, est-ce que là vous m'autorisez à toucher, est-ce que là, voilà. Et ça c'est un grand respect qui est hyper agréable, donc ça nous, on l'a vraiment vécu comme ça. Idem pour toutes les questions qui sont apparues en suite de couche, pour répondre à nos questions, quoi de mieux que des personnes qu'on côtoie depuis des mois, c'est génial. Et j'ai souvenir d'une question. Au bout de quelques jours, on devait être rentrés depuis, 3-4 jours. La sage-femme nous dit, me demande à moi comment je vais. C'était pas seulement comment vous allez, c'était Clara, comment vous allez vous. Et je me rappelle avoir répondu, mais moi là, je fais pas du tout un baby blues, mais c'est un baby joy. C'était que du bonheur. Je pleurais tout le temps, mais vraiment de joie. Je pleurais en regardant mon bébé, en me disant, mais c'est incroyable ce qui s'est passé. Ça y est, on est une famille. Et en fait, c'était que cette émotion que j'avais tout le temps, et c'était très 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 joyeux. Et ça, moi, je suis intimement convaincue qu'une naissance comme celle-ci, qui m'a tellement donné confiance en moi et en mon corps, mène avec plus de facilité à un baby joy qu'à un baby blues. Oui, sans doute. En tout cas, c'était une super expérience, plusieurs super expériences malgré tout. Oui. C'est vraiment plein d'émotions, plein de souvenirs, quelle que soit la situation. C'est ça. Que tu as pu nous raconter. C'était vraiment incroyable en tout cas de t'entendre raconter tout ça. D'ailleurs, pour terminer quand même sur tout ce qui était suite de couche, parce que là j'ai parlé effectivement de la suite de couche, notamment pour mon premier accouchement, et pour mon deuxième accouchement, du coup elles venaient pas, les sages-femmes, vérifier la cicatrisation suite à l'accouchement, cette fois-ci, pas le périnée, tout ça, mais elles venaient retirer mes agrafes de césarienne, et voilà, en fait elles sont là pour tout, et ça c'est hyper rassurant.
Ouais, c'est elle qui s'occupait de ça aussi, quoi. C'est pas l'hôpital qui voulait savoir la suite, forcément. Il faisait confiance aux sages-femmes, quoi. Exactement. Après, il y a vraiment il y a un vrai travail d'équipe entre la maison de naissance et la maternité. Et puis voilà, c'est une maternité qui est labellisée Amie des bébés. Bon, ça va tout à fait avec le projet de maison de naissance qui a collé. Donc voilà, il y a vraiment cette recherche de respect du projet, du couple. Donc on a vraiment pu en discuter avec l'équipe et ça s'est très bien passé. C'était une super chance aussi d'être dans une maternité qui prenait autant soin aussi finalement de la maison de naissance. Complètement. Oui. C'est vrai que là, en le racontant, c'est vrai que ça saute aux yeux, quoi. Pour tes 2 accompagnements, tu étais en maison de naissance. Oui. Tu habites pas loin d'une maison de naissance. Oui. Mais du coup, la question se pose, qu'est-ce que tu aurais fait s'il n'y avait pas eu de maison de naissance à côté de chez toi ? Et alors j'ai entendu que certains couples faisaient parfois beaucoup de route quand le travail démarrait pour accoucher en maison de naissance. Et je pense que ça aurait pu être un choix que j'aurais fait. Je pense qu'il faut aussi prendre en considération que ça implique de pouvoir se déplacer pour les rendez-vous de suivi. Ça demande un vrai investissement, donc il faut pouvoir, je pense aussi. Mais clairement, surtout maintenant que je l'ai déjà vécu, si on me dit qu'il faut que je fasse un peu plus de route, je le fais sans souci. Mais encore une fois, moi, je pense qu'on l'a compris, mais j'aime bien être sur place quand c'est le moment d'accoucher. Donc pas trop loin non plus pour ma part. Ça marche. Et maintenant que tu nous as parlé de tout ça, de toutes ces aventures de vie, tous ces partages que tu as pu avoir avec les équipes, tu as eu de suivi, avec tout ce que ça a pu t'apporter, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance ? Alors, la maison de naissance que je connais, en tout cas, pour mon premier accouchement et mon seul accouchement en maison de naissance, c'est le lieu où j'ai vécu la meilleure expérience de ma vie. C'était l'instant le plus doux et chaleureux, magique évidemment, et humain que j'ai vécu. Merci, c'est beau. Merci pour cette définition et du coup tout cet échange riche en expérience. Ce fut un plaisir. Du coup on espère que nos auditeurs et nos auditrices auront une meilleure idée de ce qu'est une maison de naissance et même de l'accompagnement global qui peut donc, comme je disais tout à l'heure, prendre plusieurs formes et c'est hyper intéressant d'avoir pu avoir les 2 facettes. On espère aussi que celles et ceux qui préparent leur accouchement physiologique pourront trouver des réponses, pourront être assurés aussi sur la possibilité d'une réorientation, puisque c'est ce qui a été ton cas. Et pourtant, il y a de la magie quand même. Exactement. Et de la réappropriation du projet. Exactement. Du coup, on espère que ça aidera tous ces gens. Et puis merci aux sages-femmes qui font ce travail et qui accompagnent en fait les couples dans leur projet jusqu'au bout. J'ai trouvé ça magique en termes d'accompagnement humain. En fait, j'ai trouvé ça merveilleux de voir l'implication des sages-femmes, la recherche de coller au plus près de notre projet. Donc voilà, je profite d'être ici pour les remercier aussi. Et on espère qu'elles recevront cette gratitude grâce à ce petit épisode où tu auras été notre invité. Mais avant de nous quitter, on aurait une dernière petite question à te poser. Est-ce que tu aurais une astuce ou un petit tips à partager aux personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient accoucher physiologiquement ? Alors, je pense que oui. Je pense que ma meilleure astuce, ma meilleure préparation à l'accouchement, en plus de ce qui est proposé évidemment par les structures où on est suivi, ce serait de se documenter avec, alors tout de suite je pense au livre de Lucille Gomez, La naissance en BD, alors ce sont 3 livres que je trouve en fait qui sont presque indispensables. Je les recommande vivement à toutes mes connaissances qui sont enceintes, qui s'apprêtent à accoucher. Et à chaque fois le retour c'est oui, mais en fait c'est indispensable d'avoir lu ça et ça change tout. Et voilà, donc pour moi ça c'est vraiment les indispensables que je recommande. Et pour ma part j'ai vraiment été très inspirée aussi par notamment le documentaire Faut pas pousser, qui est aussi très très intéressant. Et en tout cas voilà, pour ma part ce sera des ressources comme ça, des lectures ou des documentaires. Eh ben, merci encore Clara pour tout ce que tu nous as partagé, pour aussi le reportage et les BD que tu conseilles aux auditeurs et aux auditrices, et surtout la confiance que tu nous as accordée en venant parler à notre micro. On te souhaite une très bonne continuation et puis écoute, n'hésite pas à nous recontacter si un jour tu as un nouveau récit à nous partager. Avec grand plaisir et ce serait génial. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu et de m'avoir écouté et pour votre accueil. Mais avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. À bientôt Clara. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible.
N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.